Le Festival du Livre de Paris, l'événement littéraire de l'année. Bonjour à tous. On a un super générique. On a un premier super invité, Jonathan Coe, et bientôt un deuxième. On attend Philippe Claudel pour une discussion partagée entre ces deux monstres de la littérature, l'un français, l'autre britannique. On imagine que vous connaissez peut-être un peu déjà leurs livres, mais voilà comment on va procéder. On va laisser le temps à Philippe Claudel d'arriver tout doucement, et on va commencer par se présenter avec vous, Jonathan Coe, présenter aussi Le Royaume désunis, qui est le dernier roman paru de notre invité aujourd'hui. Je vous présente Olivier Martineau qui sera à la lecture, Marguerite Capel qui sera à la traduction pour Jonathan Coe. Et je vous remercie déjà d'être si nombreux aujourd'hui avec nous. Bienvenue, bienvenue ici au Festival du Livre de Paris. Alors Jonathan Coe, il est l'auteur d'une trentaine de romans depuis 87. La femme du hasard, c'était son premier. Son quatrième roman, Testament à l'anglaise, l'a placé en tête des ventes et au cœur, dans le cœur du cœur des Français. Après cette satire sociale et sociétale des années Thatcher, il a décidé de creuser un peu cette veine, ce sillon littéraire. Il est presque un écrivain public, Jonathan Coe. Il est toujours à l'écoute de son peuple, des Britanniques, pris dans les tourments du siècle, avec une saga qu'il a entamée qui s'appelle Les Enfants de Longbridge, qui a été débutée en 2001. Je vous rappelle les trois premiers titres qui la composent autour de cette iconique famille Trotter: Bienvenue au club, Le cercle fermé, Le cœur de l'Angleterre, qui a été érigé en premier roman du Brexit, et cette année, Le Royaume désunis. Bonjour Jonathan Coe. Take your microphone. Bonjour. 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 Alors on a eu un peu peur que vous ne veniez pas en visite en France, à l'instar du roi Charles. Vous avez quand même confirmé cette venue et ça c'est bien. Yeah, well, I don't know. I only came to Paris yesterday. I haven't really got a flavour for how things are on the streets at the moment. Are the protests still happening? Is it everyone still on strike and causing a fuss? Mais ça, c'est une bonne qualité des Français. Ça vous fait pas peur, un peuple dans la rue? Yeah, we're very impressed and envious of that in the UK. Actually, the fact that almost at the drop of a hat, the French will come out on the streets and protest and riot and make trouble because the English have become way too compliant and supine. Voilà, je laisse Marguerite vous faire la traduction de cette première partie. Alors en fait, je ne suis arrivée à Paris qu'hier soir, donc je ne sais pas très bien où ça en est, dans les rues, les manifestations, si tous les Français sont toujours en grève, quelle est la situation. Mais je crois qu'en fait, nous les Britanniques, on est plutôt impressionnés par cette capacité à descendre en un clin d'œil dans la rue que peuvent avoir les Français. C'est même quelque chose qui fait un peu notre envie, cette capacité à protester, à manifester, alors que nous, on est plutôt toujours extrêmement soumis et dociles. Because I think the protests were about the fact that the pension age in France is being raised to 64, is that right? And, in the UK, the government calmly announced that they were raising it to 68, and nobody did anything. Everyone shrugged their shoulders. Yeah, that's fine, whatever. Parce que je crois qu'ici, vous manifestez parce que le gouvernement a voulu relever l'âge des retraites à 64 ans. Au Royaume-Uni, quand le gouvernement a annoncé que cet âge de la retraite serait relevé à 68 ans, tout le monde a haussé simplement les épaules en disant « Ok, pas de problème », et personne n'a rien fait. So, the only thing that brings people out onto the streets in the UK is when the Queen dies, and then we queue for 24 hours to walk past her coffin for a few seconds. Donc la seule chose qui fait descendre les Britanniques dans la rue, c'est quand la reine meurt et qu'on fait la queue pendant 24 heures juste pour passer quelques secondes à côté du cercueil. Oui, mais vous l'avez dit souvent, c'est des moments qui vous rassurent. On pense que les Britanniques sont sans cœur, sont des êtres froids, mais il y a ces grands moments de passion collective, ces matchs de football, tous ces événements autour de la famille royale, l'enterrement de la reine d'Angleterre, mais là, bientôt, surtout le couronnement du roi Charles III. Ce sera dans 2 semaines, tout début mai, que ça va se passer, et vous allez revivre avec votre peuple un de ces temps forts que vous aimez tant, qui vous rappelle que vous êtes un peuple réveillé, en vie. I don't think so. The apathy surrounding this coronation is quite remarkable at the moment. I can't think of a royal occasion where there's been so little anticipation. And they can't even find any musicians or pop stars to perform after the ceremony.
the royal family has begun to seem so irrelevant and out of touch to a younger generation who have far more pressing and difficult things to worry about. That I think this apart from among the older generation, this ceremony is going to pass almost without notice. En fait, je ne crois pas, parce que l'apathie qui entoure ce couronnement est assez remarquable. Je crois qu'il n'y a pas eu d'événements royaux qui ont été aussi peu attendus, en fait. Ils ont même du mal à trouver des musiciens, à trouver des pop stars pour venir se produire après la cérémonie de couronnement. Je crois qu'en fait, pour toute une jeune génération aujourd'hui, la famille royale est vraiment vue comme complètement déconnectée, à côté de la plaque, et pas du tout pertinente par rapport à l'urgence des problèmes auxquels ils sont confrontés. Donc je pense que, à part peut-être les plus âgés, il ne va pas y avoir beaucoup d'engouement autour de cette cérémonie. Bon, ils auraient pu vous choisir, vous, parce que vous êtes aussi musicien, Jonathan Coe. Mais on va parler tout de suite littérature, et on va commencer d'abord par en écouter avec Olivier Martineau, qui va lire les premières pages de votre roman, Le Royaume des Unis. J'en profite pour saluer Philippe Claudel, et pendant qu'Olivier sera à la lecture, je vais aller vous chercher un micro. Bienvenue à vous. Il y avait si peu de monde dans le hall des arrivées de l'aéroport de Vienne que Lorna n'eut aucun mal à la repérer, bien que ce soit la première fois qu'elle se rencontrait. Elle avait des cheveux bruns et courts, une silhouette juvénile et des yeux marrons qui s'éclairèrent quand Lorna passa la tête derrière le gigantesque étui de son instrument et dit « Suzanne, c'est bien ça ?»« Bonjour », répondit cette dernière en étirant le mot avec un accent chantant. Et puis, après un instant d'hésitation, elle serra Lorna dans ses bras en guise de bienvenue. « On a encore le droit de faire ça, hein ?»« Bien sûr qu'on a le droit. Je suis tellement heureuse que tu sois enfin là. »« Moi aussi », lui retourna Lorna par automatisme. Mais c'était la vérité. « Le vol s'est bien passé ? » ?»« Très bien, pas grand monde. »« J'ai pris ma voiture. » Elle regarda avec une appréhension soudaine l'étui d'un noir luisant qui contenait la contrebasse de Lorna et ajouta « J'espère qu'elle sera assez grande. » Dehors, il faisait assez froid pour qu'il neige, et les couronnes orangées des réverbères émaillaient sporadiquement l'air nocturne. Tandis qu'elle marchait jusqu'au parking, Suzanne posa d'autres questions à Lorna sur son vol. « Ils ont pris votre température à l'aéroport ?» lui demanda si elle avait faim, non, et lui expliqua quelques détails concernant l'organisation des prochains jours. Lorna et Marc seraient logés au même hôtel, mais lui arrivait d'Édimbourg et ne serait pas à Vienne avant le lendemain matin. Leur concert devait démarrer 21h et le jour suivant, il prendrait le train pour Munich. « Je ne peux pas vous accompagner pour les concerts en Allemagne, » regretta-t-elle. « Mais j'aimerais beaucoup. Simplement, la maison de disques n'a pas le budget pour me faire payer le voyage. On fait tout avec très peu de moyens, c'est pour ça que tu as le droit à ça, plutôt qu'à une limousine. » Elle parlait de sa propre voiture, un break Volvo d'une dizaine d'années, tout cabossé et éraflé, et qui n'inspirait guère confiance à Lorna. En revanche, il paraissait largement assez grand pour faire le boulot. « Ça devrait aller, » dit Lorna. Mais quand elle regarda de plus près dans le véhicule, elle découvrit un problème inattendu. Il y avait un siège bébé à l'arrière, entouré de nombreux détritus laissés par quelqu'un pour qui s'occuper d'un enfant est la priorité numéro 1. Lingettes, emballage de nourriture, jouets en plastique, tétines. Mais plus inquiétant, le moindre centimètre carré restant paraissait occupé par des rouleaux de papier toilette, emballés dans du plastique par pack de 9. Il lui sembla qu'il y en avait au moins 20 là-dedans. « Désolé pour ces trucs, » dit Suzanne. « Laisse-moi juste... voyons comment on peut faire. » Elles entreprirent d'essayer de rentrer la contrebasse dans l'habitacle en passant par le coffre. Mais l'instrument rencontra immédiatement une solide muraille de papier toilette. Lorna sortit 9 ou 10 paquets et les posa sur le bitume, mais elle ne parvenait toujours pas à faire passer le manche de l'instrument entre tous les rouleaux de papier toilette qui restaient sur la banquette arrière. Elles retirèrent donc tous les paquets du dessus et les empilèrent contre la voiture. Et à elles deux, elles parvinrent à manœuvrer la contrebasse pour l'enfoncer à l'intérieur, au-delà du siège bébé, si bien que la tête de l'instrument touchait pratiquement le pare-brise, tandis que le coffre fermait tout juste. Mais quand elles essayèrent d'empiler le papier toilette autour, pas moyen que ça rentre. « Peut-être que si on sortait l'instrument de son étui, dit Suzanne, et qu'on le remplissait de papier toilette... » Non, c'est peut-être pas une bonne idée. Le problème finit par être résolu quand Lorna s'installa sur le siège passager.
la joue plaquée contre le manche de sa contrebasse, et que Suzanne chargea 8 ou 9 paquets de papier toilette sur ses genoux, formant une tour qui atteignait le plafond de la voiture. « Tu te sens en sécurité ?» demanda-t-elle anxieusement en démarrant pour s'engager dans les rues quasi désertes, en direction du centre de Vienne. « Tout à fait, assura Lorna. C'est comme un airbag. Si on a un accident, ces trucs me sauveront sûrement la vie. »« Tu n'as pas l'air très à l'aise, je suis vraiment désolée. Mais t'inquiète pas, ça va. » Au bout d'une minute ou deux, elle reprit. Dis, c'est une question un peu idiote, mais pourquoi tu as acheté autant de PQ ? Merci beaucoup, Olivier Martineau. Alors, voilà pour les premières pages de ce roman qui débute en mars 2020. C'est le prologue de cette histoire. Mars 2020, c'est une date qui nous parle à tous, puisque c'est celle du grand confinement que nous avons connu partout en Europe et partout dans le monde plus largement. Le roman commence réellement au chapitre 1, un peu plus loin dans le temps, un peu plus tôt dans l'histoire, en 1945, dans cette charmante bourgade de Bourneville, proche de Birmingham, qui est connue pour sa célèbre chocolaterie. Et on va y faire la connaissance en ce jour de la victoire de Mary et Geoffrey, qui vont par la suite se fiancer, avoir des enfants, et on va couvrir avec cette histoire plus d'un demi-siècle de l'histoire du Royaume-Uni à la manière de Jonathan Coe. Bonjour Philippe Claudel. Bonjour. Bonjour et mille excuses d'être arrivé en retard. Mais bon, ça nous a juste laissé le temps de faire les présentations avec Jonathan Coe. On va en venir à votre présentation à vous comme écrivain, mais juste, est-ce que vous êtes un lecteur de Jonathan Coe ? Oui, je suis un lecteur. Quel lecteur ? Moi, je lis beaucoup de littérature étrangère, un peu moins depuis une dizaine d'années que je suis à l'Académie Goncourt, mais j'en lis toujours quand même un certain nombre de livres par an, notamment de la littérature anglaise. Et Jonathan Coe, je n'ai pas lu tous ses livres, mais j'en ai lu un certain nombre, notamment celui-ci, le précédent, Testament à l'anglaise que tout le monde connaît, je crois en tout cas qu'il a fait révéler au public français. Donc ça m'intéresse beaucoup, et celui-ci m'intéresse aussi dans sa composition. Je pense qu'on en reparlera, mais le fait que justement il y ait ces sauts dans le temps et que le livre soit ponctué par les grands événements de l'histoire de la Grande-Bretagne, de cette deuxième moitié du XXe siècle et de ce début du XXIe, et de mettre en parallèle, si vous voulez, ces grands événements avec le destin de personnes ordinaires, et voir comment finalement la grande histoire frôle nos petites histoires. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, puisque c'est d'une autre façon, c'est quand même relativement au cœur de ce que j'essaye de faire. Voilà, d'où ce dialogue qui est totalement approprié entre vous deux aujourd'hui. Philippe Claudel, vous êtes écrivain, vous êtes cinéaste. Meuse l'oubli, Les âmes grises, que Jonathan Coe a lu, Le rapport de Brodeck, L'archipel du chien, jusqu'à votre dernier roman paru cette année chez Stock, Crépuscule, qui est lui aussi, en fait, à sa manière, un roman historique, un polar historique, où vous nous plongez dans un univers crépusculaire, dans une sorte d'empire du milieu, comme on dirait peut-être pour Star Wars, c'est-à-dire dans une époque pas totalement définie, dans un lieu pas totalement défini. En tout cas, c'est là qu'on va faire connaissance avec vos personnages. Vous avez eu tout plein de prix littéraires, dont le Renaudot, mais jamais le Goncourt des lycéens, mais pas le Goncourt. Et vous n'êtes pas rancunier, parce que vous avez quand même choisi de rejoindre l'Académie des Goncourt, dont vous êtes aujourd'hui secrétaire général. Donc un grand lecteur aussi de romans contemporains. Jonathan Coe, quel lecteur de Philippe Claudel êtes-vous ? Qu'est-ce que vous trouvez dans ses livres ? The one that the book of Philippe's that I know the best is Les âmes grises, which of course is a very famous book, not just in France but in the UK as well. If I were to teach creative writing, which I don't, I think I would teach this novel, because to me it's an exemplary novel, or perhaps one should say a complete novel. Alors le roman que je connais le mieux, c'est Les âmes grises, qui est un roman évidemment qui est très célèbre en France, mais pas seulement, au Royaume-Uni aussi. En fait, si je devais enseigner l'écriture, ce que je ne fais pas, mais si je devais, je pense que je choisirais d'enseigner ce roman, qui me semble être vraiment un roman exemplaire, modèle, ou en tout cas un roman complet. Of course, it's full of incredible passages and incredible sentences, because Monsieur Claudel is known for his style, but to me, that wouldn't matter if it didn't also have something that every novel, I feel, should have, and
often I find novels don't have. Alors évidemment, il y a des passages et des phrases absolument incroyables parce que M. Claudel est très connu pour son sens du style, mais pas seulement. Je pense qu'il y a aussi quelque chose dans ce roman qui pour moi est essentiel, que je pense tous les romans devraient avoir et malheureusement tous les romans n'ont pas. And that is a thread, a tug of narrative curiosity, which compels the reader to go on reading the book and establishes a rhythm, which also is what makes the book such a pleasure to read. Et ça, c'est un arc, un fil narratif qui vraiment entraîne le lecteur et lui donne tout simplement envie de poursuivre la lecture. Et c'est ça, je pense, qui donne le rythme et qui donne aussi le plaisir de lecture. Et vous allez voir, on le retrouve dans ce nouveau roman, Crépuscule, qui paraît chez Stock. Alors le truc, c'est que ce roman n'a pas encore été traduit en anglais, donc vous n'avez pas pu le lire, Jonathan Coe, mais bientôt, et vous ne serez pas déçus, vous y retrouvez tout ce que vous avez apprécié, notamment dans les âmes grises. On va écouter un extrait avec vous, Olivier Martineau, avant d'ouvrir ce dialogue entre nos deux écrivains de Crépuscule de Philippe Claudel. L'adjoint, qui répondait au nom antique de Barrage, était tout encombré de sa personne et en particulier de sa grosse tête couverte d'une chevelure bouclée ras. Il se taisait et jetait avec ses yeux jaunes des regards inquiets vers son supérieur, le policier, qui venait de s'agenouiller près du cadavre. Autour d'eux, la nuit d'hiver régnait, coupante de froid et peinte d'encre. Barrage était un homme au milieu de l'existence, qu'il suivait comme un chemin incommode. À preuve son embarras constant et cette façon d'avoir peur des mots, au point souvent de mâcher du silence pendant des heures de ses dents noircies par le tabac qu'il chiquait le soir, face au feu mourant de sa cheminée, tout en caressant, mais beau, deux grands chiens qui occupaient son cœur et sa raison. Il ne savait jamais quoi faire non plus de ses mains, qu'il avait épaisses, larges, eczémateuses et gonflées. Par sa timidité pataude et sa masse, l'adjoint évoquait un bœuf ou un cheval de trait. Ne lui manquait que le piquet auquel l'attachait pour le temps de sa vie et le merlin pour la finir. Pour autant, il n'était pas idiot ainsi qu'on aurait pu le croire de prime abord. Sa connaissance de la petite ville, de la contrée et des habitants était remarquable. Il pouvait réciter la généalogie de toutes les familles des hameaux environnants, et cela jusqu'à la frontière. Il avait également la mémoire des visages et des voix, et celle de la géographie, du cadastre, du nom des minéraux, des essences d'arbres et des variétés de simples, de la sauvagine et de toutes les autres bêtes. Son dévouement aux policiers était sans faille, car il considérait la hiérarchie comme un ordonnancement indiscutable. Le policier s'appelait Nouriot. Il était de taille médiocre, de visage olivâtre et tout en os. Il portait un uniforme dont ne savait quelle armée, que les ans et l'usure avaient fini par faire ressembler à un accoutrement de chasse. Dans ce qui avait dû être une cartouchière et qu'il portait en bandoulière, il fourrait papier, carnets et crayons. Une petite corne de battu en cuivre et cabossé dépassait de la poche droite de son pantalon de drap vert. Quand il avait fait son apparition, on s'était étonné de sa tenue, digne d'un cirque ambulant. Et puis, au fil des jours, on n'y avait plus fait attention. On s'habitue à tout et le monde tourne. La peau bistrée de son visage donnait sans cesse l'impression qu'il souffrait d'un mal hépatique. Et la fine moustache d'un noir de suie, ourlant sa lèvre supérieure, accentuait le sentiment d'inquiétude et de tragique qui émanait de sa personne. Il était un peu plus jeune que son adjoint, par bien des points plus intelligent aussi, mais dans l'univers des hommes, il n'est pas certain que cela soit une qualité. Nouriot, qui examinait le corps de la victime avec attention, sans se soucier de la nuit ni de gel, avait le grade de capitaine. C'est en tout cas ce qui était marqué sur les papiers qu'il avait présentés à qui voulait les voir à son arrivée 5 années plus tôt. Dès qu'il avait ouvert la bouche, on s'était rendu compte qu'il venait d'ailleurs, car certains mots qu'il employait et la mélodie sur laquelle il les faisait courir n'étaient pas d'ici. Il connaissait assez bien notre langue, mais ce n'était pas la sienne à l'évidence. Lorsque l'administration impériale l'avait affecté chez nous, il avait été regardé et écouté comme une chose curieuse. Souvent, on lui avait fait répéter ses propos pour être sûr de bien l'avoir entendu. Ce n'était jamais pour l'agacer ni pour s'en moquer, on le comprenait mal. Puis le temps forma les oreilles,
accoutuma les yeux et mit aussi dans sa bouche des intonations du pays. On le respectait, car il savait tenir sa place et sa fonction, même si on ne l'aimait pas, car on n'aime jamais tout à fait ce qui est différent de nous et vient d'ailleurs. Avec son teint sombre, on aurait pu le croire d'ascendance turque, mais d'aucuns affirmaient qu'il était né à Trieste, d'autres à Salonique, et d'autres encore qu'il venait de la vallée de l'Inn, dans la province du Tyrol. Au vrai, on n'en savait rien. De la même façon qu'on ignorait s'il était musulman ou chrétien, car on ne l'avait jamais vu se rendre à l'église ou à la mosquée. Barrage, l'adjoint, était quant à lui du pays. Il suffit ici de faire s'écrouler un muret pour qu'il en sorte des barrages par cohorte, et cela depuis la nuit des temps, à croire que toute la région se résume à eux seuls. Pour distinguer les rejetons de la même lignée, on leur affecte un nom de lieu, ou le prénom du père ou celui de la mère, barrage des Prés, barrage à la Mare, barrage de l'Oudi, barrage à la Sévia, barrage du Marais, barrage du Bois Pauveau. Le nom des hommes forme le nom des lieux, et souvent les étrangers de passage parlent du pays barrage, ou bien encore du pays d'hiver, car cette saison chez nous ne paraît jamais finir. Merci beaucoup, Olivier Martineau. Alors, vos deux livres, on vient de l'entendre, ont déjà des échos communs, mais ils restent assez différents. Vous ne racontez pas du tout la même histoire. Peut-être que la ressemblance, c'est qu'ils partent d'un même questionnement, d'un même rapport au temps que vous avez l'un et l'autre, et d'une même conception du roman, Philippe Claudel, hein, d'une même conviction peut-être du roman. Est-ce que vous pensez que notre époque a besoin d'écrivains, voire plus, a besoin de récits? Je suis mal placé pour répondre parce que vous prêchez à convaincu, donc il faudrait... Alors en quoi, je reformule? Oui, non, mais écoutez, on peut toujours vivre sans lire ou sans écrire, hein, mais en tout cas sans lire, il me semble qu'on vit moins bien quand on ne lit pas. La lecture, c'est une façon finalement d'approcher à la fois le temps et la matière humaine. C'est une façon de s'attabler devant un festin qui a été préparé par un autre, de voir un petit peu ce qu'il a mis en place et d'entrer dans son univers et de se confronter à l'univers d'un autre ou d'une autre. C'est finalement prendre deux silex et essayer de créer des étincelles. Et c'est ce qui me plaît, moi, en tant que lecteur. C'est-à-dire que lorsque j'ouvre un livre, que ce soit de Jonathan Coe ou que ce soit de relire des passages de l'Odyssée ou d'Iliade, c'est que soudain, sans connaître évidemment Homère, sans connaître Jonathan, que je vois pour la première fois, j'ai l'impression quand même de m'approcher de son monde, de m'approcher de sa pensée, de son intimité, parce que la lecture, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intime. C'est une effraction autorisée, c'est-à-dire que quand on lit un roman, on entre dans l'intimité charnelle, spirituelle, intellectuelle, affective de quelqu'un. On y est invité, certes, mais en même temps, c'est quelque chose d'aussi scandaleux que de voir nu quelqu'un pour la première fois. Mais tout cela est autorisé, tout cela est enrichissant, tout cela nous confronte à nous-mêmes, et il me semble, dans un monde qui devient de plus en plus complexe, de plus en plus difficile à saisir, le rôle de l'écrivaine, le rôle de l'écrivain m'apparaît encore plus essentiel qu'il y a quelques années. C'est-à-dire que, évidemment, il y a le plaisir de lire ou d'essayer d'écrire des histoires. Il ne faut pas perdre de vue, et Jonathan l'a bien rappelé tout à l'heure, le fait que quand on écrit, on met en place quelque chose qui doit être addictif. On est là aussi pour entraîner la lectrice, le lecteur vers la fin du livre. Donc il ne faut pas oublier ce plaisir de lecture. Mais en même temps, on est aussi dans une sorte de stratégie de questionnement sur qui nous sommes, où nous sommes, ce que nous sommes, dans cette période où, me semble-t-il, un sentiment domine parmi nous, quel que soit le pays, je crois, qui est l'inquiétude. L'inquiétude devant la façon du monde tel qu'il tourne mal. Et la littérature est un art du questionnement. C'est peut-être pas un art du réconfort, mais c'est un art du questionnement et forcément donc un art de l'intelligence. Et pour vous, Jonathan Coe, la littérature comme art du questionnement, nous dit Philippe Claudel, quelle est pour vous la force du roman?
When this dialogue with Philippe was first proposed, I did begin to ask myself what it was that we had in common with writers, but the more that I thought about it, the more I realized that the thing I think we have in common as writers is, among other things, an intention to collapse this distinction between the personal and the universal, or the personal and the political. Alors, quand on m'a proposé pour la première fois ce dialogue avec Philippe, je me suis demandé quels étaient nos points communs en tant qu'écrivain, ce qui pouvait nous réunir. Et plus j'y réfléchissais, plus je me suis dit que c'était sans doute une intention commune, justement, de renverser la barrière entre le personnel, l'intime et l'universel, ou entre le personnel et le politique. It's still, even taking cinema into account, it's still very hard to think of an art form which is as good as the novel is at bringing readers into an intimate relation and an interior relation with characters, with other people, with this ability to develop and train that muscle of empathy in the reader, and at the same time to to take in often a vast historical sweep, as you find in Les Âmes Grises and in Crépuscule. Même en tenant compte du cinéma, je crois que c'est difficile de trouver une forme artistique qui soit aussi puissante que le roman pour justement créer cette relation intime, cette relation vraiment intériorisée du lecteur avec des personnages, donc avec des personnes autres, de vraiment entraîner, exercer ce muscle qu'est l'empathie, tout en ayant en même temps aussi une perspective beaucoup plus vaste qui peut être historique, comme c'est le cas dans Les Âmes Grises ou dans Crépuscule. Mais justement, Jonathan Coe, Philippe Claudel nous parlait à l'instant du roman comme d'une mise à nu aussi. Qu'est-ce que vous engagez de vous-même dans un roman? Parce que ni l'un ni l'autre, vous n'écrivez de l'autofiction, comme on dit. Quelle place vous laissez pour autant pour votre subjectivité, votre sensibilité dans vos livres? I know what Philippe means when you say that you are naked when you write a novel, but in the kind of novel that I write, it takes the readers a long time to peel back all the clothes. Like any writer of autofiction, at heart I'm writing about myself. My books are an attempt to understand myself, to express myself, but I'm not the kind of writer who can put myself unadorned on the page in the way that, for instance, a writer of autofiction would do. I add layer upon layer of fictionality in ways which are partly designed to protect myself, to protect my modesty, but at the same time, they're also there to add to the pleasure for the reader. Alors je comprends ce que veut dire Philippe quand il parle d'une forme de mise à nu quand on écrit un roman. Dans le genre de roman que j'écris, les lecteurs vont mettre un certain temps par contre à réussir à enlever toutes les couches de vêtements l'une après l'autre. Comme tous les auteurs qui font de l'autofiction, au fond j'écris sur moi. C'est-à-dire que tous mes livres sont une forme de tentative pour essayer de me comprendre moi-même, de m'exprimer à moi-même. Mais contrairement peut-être aux auteurs d'autofiction, j'ai beaucoup de mal à me placer directement sur la page sans aucun artifice, sans aucun vêtement. Et donc, je m'enrobe d'un tas de couches de fiction, justement, de fictionnalité, qui sont une façon de me protéger, de protéger ma propre pudeur et aussi de plaire au lecteur. Philippe Claudel, à la radio, je me souviens, quand on a parlé du rôle de l'écrivain, une fois, vous m'avez dit il s'agit d'être modeste dans l'immodestie. Il y a quelque chose de ça. C'est exactement ce que vient de dire Jonathan Coe, hein, cette question de l'humilité, être humble, mais en même temps dans une certaine, je ne sais pas, démesure, immodestie, comme vous le disiez. Hein. Oui, c'est quand même un geste complètement schizophrénique, parce que écrire, tout le monde en a le droit. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas seulement réservé au seul écrivain.
chacune a le droit d'écrire, et dans son humilité, dans sa modestie, mais là où le geste devient complètement immodeste et totalement orgueilleux, c'est au moment de la publication, au moment où on se croit suffisamment important ou suffisamment important ce qu'on a créé pour l'offrir à d'autres. Donc il y a quelque chose qui est complètement paradoxal. Ça peut être aussi un appel, ça peut être parfois une bouée que l'on lance, mais en tout cas, il y a un geste qui est quand même extrêmement intrigant. Mais je reviens sur ce que Jonathan disait précédemment, sur ces multiples couches. Et c'est vrai que même lorsqu'on est dans un texte qui paraît très très loin de notre époque et de notre géographie, comme dans Crépuscule, l'intérêt quand on fabrique des personnages, c'est d'être à chaque fois un peu, partiellement, dans tous ces personnages-là. Et moi, c'est un de mes grands plaisirs, c'est-à-dire que tous les personnages, même les pires, me ressemblent, parce que nous sommes quand même des êtres mosaïques, et dans cette mosaïque, il y a des éclats, il y a des tessons qui sont absolument sublimes, puis il y en a d'autres qui sont très sombres, qui sont noirs, qui absorbent toute lumière. Et quand on met en scène justement notre diversité et notre monstruosité, moi, je n'échappe pas à mes personnages, c'est-à-dire que je suis dans chacun d'eux. Et ce qui m'avait beaucoup intéressé dans le dernier roman de Jonathan, c'est que on découvre, et je laisserai les lectrices et les lecteurs découvrir tous les personnages qu'il met en scène et ces différentes générations à travers cette ponctuation historique. Mais à la fin, dans l'avertissement qu'il reproduit, à la fin de son livre, il dit qu'il y a un personnage qui est absolument inspiré par sa mère. Les autres sont fictifs ou fictionnels, mais il y a quand même un personnage pivot, central en tout cas, qui est inspiré par sa mère. Donc, et c'est Mary, justement. C'est Mary. Et on est toujours dans ce... Je crois que il n'y a pas d'autofiction, il n'y a pas d'autobiographie, il n'y a pas de fiction totale. On est tout le temps dans ces romans. On l'est plus ou moins visiblement, mais il est irrationnel pour moi de prétendre qu'un livre est complètement autobiographique ou complètement fictionnel. On est dans l'assemblage, à chaque fois de soi et de l'imaginaire. Jonathan, que vous vouliez juste peut-être ajouter un mot justement sur ce personnage de Mary, sur le fait d'avoir engagé votre mère dans votre roman, mais en même temps en lui inventant une autre vie, en lui inventant une famille différente. Yeah, I've talked a little bit about the relationship between intimacy of characterization and a more universal dimension, and really this book, Le Royaume des Unis, does something new in my fiction, because it brings not just a real historical person, but a real historical person who I knew very intimately, my own mother, into the center of a novel, of an invented story. Oui, j'ai parlé un petit peu de ce rapport entre le côté intime, personnel dans la création des personnages et la dimension universelle qu'ils ont également. Dans ce livre, je fais quelque chose qui est relativement nouveau par rapport à mes autres œuvres de fiction, qui est que je place au centre non seulement des personnages historiques réels, mais un personnage historique réel que j'ai extrêmement bien connu, qui est donc ma propre mère. As for the other characters, for me as a writer, and I'm not laying down rules for other writers here, because writers must and can write whatever they want, but it's far more interesting for me, and actually it gets me much closer to the truth about myself, I think, not to just put a character on the page who resembles me, talks like me, to do a self-portrait like that, but as Philippe says, to distribute yourself among every different character in the novel, to be able to explore the darkest corners of your personality and the most the most admirable side of yourself through different people, and to put them into a kind of dialogue and a kind of dramatic relationship with each other. That, to me, is a much more interesting and dynamic way of expressing yourself. Quant aux autres personnages, moi, dans ma façon d'écrire, alors je n'édicte pas des règles pour tous les écrivains, car les écrivains doivent et peuvent écrire évidemment comme ils l'entendent, mais en ce qui me concerne, en tant qu'écrivain, ce qui m'intéresse, ce qui me permet le plus de m'approcher de ma propre vérité, c'est effectivement pas de créer un personnage qui me ressemblerait, qui serait une sorte d'autoportrait, mais comme l'a dit Philippe, de me répartir, de mettre un peu de moi dans chacun des personnages, ce qui me permet justement d'explorer les facettes les plus sombres ou peut-être les plus admirables de ma personnalité en les distribuant
dans les différents personnages, et surtout en les mettant en dialogue, en créant une relation, une dramaturgie aussi entre eux, ce qui permet pour moi d'explorer et de m'exprimer d'une manière qui me semble beaucoup plus intéressante et dynamique. Mais ça dit quand même quelque chose du pouvoir de l'écrivain, ou de ce côté un peu démiurgique, toujours. En faisant renaître votre mère comme un personnage de roman, qu'est-ce que vous recherchiez? Vous vouliez comprendre comment elle a été, et finalement peut-être comment tous les Anglais, ou un certain nombre d'entre eux, ont été confrontés au grand moment de cette histoire que vous nous racontez, comment la politique, comment l'histoire les a affectés, parce que vous tirez réellement les fils de son destin à elle, hein. Well, this was a novel written out of grief as much as anything else. I began writing it just 2 or 3 months after my mother died. And, you know, it's not that I had a godlike sense of my power as a writer to bring her back to life, but writing about her was a way of staying close to her, I think, after she'd gone. Alors c'est un roman en fait que j'ai écrit avant toute chose par chagrin. C'est un roman de deuil que j'ai commencé à écrire 2 ou 3 mois après la mort de ma mère. Donc je ne crois pas que c'était une intention de démiurge, d'essayer de la ramener à la vie. Mais par contre, il y avait cette envie de rester tout simplement proche d'elle en écrivant le livre. I already had the shape and the idea of this novel in my mind before she died. And of course, I wondered, you know, whether I was doing the right thing or whether I was doing something that was even possible by putting her at the center of a story which I'd already, in many respects, worked out in my mind. En fait, j'avais déjà l'idée et la forme de ce roman avant sa mort. Et donc, je me suis demandé, évidemment, si c'était une bonne chose et si c'était même possible de raconter cette histoire que j'avais déjà en tête en la mettant, elle, au centre. But what I thought in the end might be interesting would be to write a novel which centers around these great public moments in British life and which traces, in some respects, the political trajectory of the UK from the end of the war to the present day, and to put at the center of that story a character who is not really interested in politics and not really interested in history, as my mother wasn't. Mais en fin de compte, ce que je me suis dit qu'il serait intéressant de faire, c'est donc d'écrire ce roman qui retrace tous ces grands événements de la vie publique, de la vie politique, la trajectoire politique quelque part de l'Angleterre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, et de faire ça en plaçant au centre un personnage qui ne s'intéresse pas vraiment à la politique et à ces événements historiques. In a way, she was cynical about politicians. She felt that the essence of life was one's family relationships, one's romantic relationships, your relationships with your children, and that you know, what happened in Westminster or what happened in London or what happened in Brussels had nothing to do with all that. But what always appealed to me about her cynicism was that it was benign and quite naive in some ways, which is in contrast to me to the mood of rather sour and apathetic cynicism that we have in the UK at the moment among the people post-Brexit. En fait, elle était assez cynique par rapport à la politique. C'est-à-dire que pour elle, l'essence de la vie, c'était avant toute chose la famille, les relations qu'on avait avec ses proches, ses rapports de couple, ses histoires d'amour, les rapports qu'on entretenait avec ses enfants. Et ce qui pouvait bien se passer à Westminster, à Londres ou à Bruxelles n'avait rien à voir avec tout ça et ne l'intéressait pas tellement. Mais c'était une forme de cynisme qui était extrêmement bienveillant et même naïf d'une certaine façon, qui me semblait aussi contraster d'une manière intéressante avec le cynisme plutôt apathique et très amer qui prédomine aujourd'hui en Grande-Bretagne après le Brexit. Alors ces grands temps forts que vous explorez, qui sont autant de grandes messes collectives, de moments d'union et de désunion en Angleterre, je les énumère rapidement pour ce roman, le Royaume des Unis, le jour de la victoire, le couronnement de la reine Elisabeth, la finale de la Coupe du Monde, l'investiture, donc Angleterre-Allemagne, c'était en 66, l'investiture du prince Charles, le mariage de Charles avec Lady Di, les funérailles de Lady Di, le 75e anniversaire au jour de la victoire du 8 mai
le 8 mai 2020, j'allais dire 220, comme quoi je me perds un peu dans mes chiffres. Voilà, c'est 60 ans ou 70 ans même d'histoire que vous retracez à travers cette saga, cette grande fresque qu'est le Royaume des Unis. Alors vous dites que souvent, un roman naît de vos incompréhensions, Jonathan Coe. Ça a été le cas pour Le Cœur de l'Angleterre, le précédent, après le Brexit. Et vous l'aviez dit, vous étiez dans un moment de sidération, vous ne compreniez réellement pas pourquoi les Anglais avaient pris cette décision à la majorité. De votre côté, Philippe Claudel, vous dites souvent repartir de vos propres questionnements. Ce n'est pas tout à fait pareil que l'incompréhension hein, pour écrire vos romans, sans forcément tenter d'y apporter des réponses. Quels questionnements ont présidé à l'écriture de Crépuscule, qui est un roman historique, hein, je le redirai. Oui, faussement historique et faussement policier, même si j'espère qu'il pose des vraies questions. Je pense que l'époque d'écriture qui a couru sur 9 années a été riche en événements nationaux ou mondiaux, une transformation assez profonde de notre façon d'être, de penser. Je pense en particulier à la façon dont on a malmené ce qu'on appelait jadis la vérité, et notamment la vérité historique, et la façon dont sont apparus les fake news, les vérités alternatives, c'est-à-dire tout un discours qui met en doute finalement le fait historique, le fait vrai, après avoir pendant quelques milliers d'années vécu sur une sorte de binarité vrai-faux, des personnes de premier plan comme le président des États-Unis ou Bolsonaro ou Poutine aujourd'hui, propose une autre vérité. Et ça, c'est quand même une sorte de tremblement sismographique profond sur notre mode de pensée. Bon, il y a ça, mais il y a aussi la tension que certaines ou certains voudraient voir apparaître entre communautés religieuses dans des pays où jusque-là, elles vivent en bonne entente. Il y a eu un mouvement profond qui est apparu avec MeToo, et qui, à juste raison, essaie de redonner une place importante aux femmes, à la parole des femmes. Il y a eu aussi des figures de premier plan qui ont oublié leur morale et leur éthique parce que leur pulsion sensuelle ou sexuelle les dominait, au point de les faire chuter, que ce soit lorsqu'on est président du FMI ou lorsqu'on est un grand producteur de cinéma, etc. etc. Donc, tous ces questionnements sur qui nous sommes aujourd'hui et la façon dont notre monde se compose, se recompose. Mais au cœur de tout ça, quand même, il y a ce que je disais au début, c'est-à-dire le questionnement sur qu'est-ce que c'est qu'un récit historique, qu'est-ce que c'est qu'une vérité historique, comment on l'écrit, qui l'écrit et pourquoi. Mais c'est le titre de cette rencontre, de ce dialogue, hein, quand le passé dévoile le présent. Pourquoi Philippe Claudel en passer par le passé pour tenter de répondre à ces questions ? Alors là, je reviens à quelque chose qui est de l'ordre du pur plaisir, c'est-à-dire le plaisir de raconter une histoire, et en l'occurrence de s'inscrire dans une tradition qui est celle du conte, de la fable, il était une fois, etc., qui me suit depuis l'enfance, et donc utiliser des stratagèmes narratifs du conte, de la fable, du récit policier, du roman historique, quelque chose qui a à voir aussi avec le pittoresque, donc donner l'impression à la lectrice et au lecteur que je l'entraîne loin, dans une autre géographie, une autre temporalité, mais semer quand même des petits cailloux pour lui faire comprendre que tout revient et tout concourt à revenir à aujourd'hui. Voilà, donc comme disait Jonathan, on est tous très différents les écrivains, on peut écrire de différentes façons. C'est la mienne parce que je pense que ça naît aussi d'un plaisir, mais peut-être d'une impossibilité à construire un réel roman contemporain en situant une action aujourd'hui. J'arrive davantage à réfléchir lorsque je me projette dans ces univers parallèles du roman et du conte. Jonathan Coe, vos romans, votre roman aussi, ou vos romans sont toujours un peu un retour aux sources pour tenter de comprendre les tensions, les crispations actuelles, un retour aux sources du nationalisme, des identités, un retour aux sources de l'austérité qui peut aussi pousser les peuples, et notamment les Britanniques, dans leur retranchement. Mais cette question du plaisir à raconter des récits, elle vous lie tous les deux, hein, Philippe Claudel, Jonathan Coe. Vous parlez aussi de ces grandes mythologies qui tiennent les Britanniques aujourd'hui encore, de ce récit national dont on ne sait plus très bien comment il s'écrit et qui l'écrit.
My previous novel was completely different. It was about the film director Billy Wilder, and it was about how a film director, in this case, tries to stay relevant when he's getting old, and when fashions in film and cinematic storytelling are changing drastically. Alors mon précédent roman en fait était bien différent puisqu'il tournait autour d'un personnage qui est Billy Wilder et évoquait la manière dont un cinéaste cette fois essayait de rester pertinent, de rester dans le coup alors qu'il vieillissait et que le cinéma, les tendances étaient en train d'évoluer de manière drastique autour de lui. And I have to say that this is a question that has started to weigh on my mind as well personally, because you know, I'm getting old now. I was born in 1961. Philippe was only born in 1962. He's a child compared to me. En fait, c'est une question qui commence à me peser à moi aussi, hein, d'un point de vue personnel, puisque moi aussi, je vieillis. Je suis né en 61. Philippe, lui, qui est né en 62, est un enfant par rapport à moi. And when I read novels by younger writers, I find a tremendous sense of urgency, a tremendous sense of the problems and the neuroses of the present time. And, you know, I'm not sure that I'm capable of writing like that myself anymore. So I have to ask myself, what do I bring to the table instead? And I think the answer is a longer perspective. Quand je lis aujourd'hui les romans d'écrivains et d'écrivaines plus jeunes, j'y trouve une forme d'urgence et une capacité à aborder les problèmes de l'époque, les névroses de l'époque, avec une intensité dont je ne suis pas certain d'être capable moi. Et donc je suis obligée de me poser la question de ce que je peux moi apporter autour de la table. Et je pense que c'est une perspective justement de plus long terme. Obviously, it's easier, and I feel more comfortable writing about historical periods that I can remember myself. But in Le Royaume des Unis, I decided to go back at least one more generation, because through my mother, I feel that I have some kind of first-hand contact, at least with that moment at the end of the Second World War, which the novel begins with, and which formed her earliest personal memory. Évidemment, je trouve en général plus facile d'évoquer des événements historiques, des périodes historiques que j'ai moi-même vécues. Mais là, avec le Royaume des Unis, j'ai choisi de remonter encore une génération en arrière parce qu'avec les souvenirs et les témoignages de ma mère, j'avais quand même des éléments directs justement de la façon dont cette période de la fin de la Seconde Guerre mondiale avait pu la marquer, de la façon dont ses souvenirs l'avaient forgée, elle. So, you know, I can't write a novel from the point of view of the TikTok generation. It wouldn't... it wouldn't ring true, but I can, from my own experience, my own life experience, begin to get a sense of how we got here in a way which stretches back over a number of decades. Donc je serais incapable d'écrire un roman de la génération TikTok. Ça ne sonnerait pas juste, ce ne serait pas crédible. Mais par contre, du point de vue de mon existence, je pense que je peux écrire sur la manière dont on arrive au moment où nous sommes aujourd'hui, en remontant quand même sur un certain nombre de décennies. Le Royaume des Unis, c'est écrit comme vos précédents romans, avec cet humour, avec cette acuité, avec ce côté un peu mordant de votre plume, Jonathan Coe, mais quand même avec de l'espoir, en un mot. Il faut garder une part d'espoir. Le Royaume des Unis et après, vous restez optimiste? Yeah, I mean, I talked earlier about my mother's sort of, I think I called it a benign, naive cynicism, and that naivety and benignity is what gives the book its shades of light, I think. Oui, j'ai évoqué le cynisme particulièrement bienveillant et naïf de ma mère tout à l'heure, et je crois que c'est cette forme très particulière de cynisme qui donne justement le blanc, les tons blancs qui peuvent être apparents aussi dans le livre, c'est-à-dire la lumière. And the book begins more or less after the prologue, which we heard earlier, with my mother's mother. My grandmother sweeping the step of her house in 1945 and listening to the sound of children in the playground, in the school playground up the road, and reflecting on the associations that sound brings home to her.
And it ends with exactly the same scene, only the woman is very different. She's a refugee from Iran, and she's come to the UK, and she's living in exactly the same house. She's sweeping exactly the same doorstep, and she's hearing exactly the same sound. So there is a sense of immense continuity in the book as well as change. Le livre, après le prologue qu'on a entendu tout à l'heure, s'ouvre sur une scène où c'est en fait la mère de ma mère qui apparaît. Elle est en 1945 en train de balayer les marches de son perron et elle entend les enfants qui jouent dans la cour d'école tout près à la récréation, et elle réfléchit aux associations d'idées que ces bruits d'enfants, ces voix d'enfants lui évoquent. Et en fait, le livre se conclut sur une scène tout à fait similaire, sauf que la femme est bien différente. Cette fois, c'est une réfugiée iranienne qui se trouve habiter cette même maison, qui balaye ce même perron et qui entend exactement les mêmes bruits de l'école qui est toujours à côté. Donc il y a une forme de continuité aussi à travers ce livre, autant que de changements et de bouleversements. Merci beaucoup, Jonathan Coe. Une dernière question pour vous, Philippe Claudel, aussi sur le ton, sur la couleur assez noire de ce crépuscule, parce qu'il y a un meurtre, hein, on ne l'a pas dit, mais on a quand même tué le curé dans cette histoire. Alors, il y en a qu'un qui se frotte les mains au début, c'est le policier, qui se dit que un meurtre, un cadavre, c'est en tout point fabuleux pour lui d'avoir une pareille affaire dans ce trou du cul du monde, dans ce lieu abandonné de toute fantaisie. Le polar vous a permis cette fantaisie-là, à vous, Philippe Claudel, d'en passer par le roman noir, comme vos trois grands maîtres. Oui, c'est le roman noir. Le polar est un genre qui est extrêmement étendu et extrêmement souple, et dans lequel, ou au sein duquel, on peut y mettre beaucoup. Donc il y a des grands maîtres, il y a Simenon, il y a Chacha, il y a Dürrenmatt, il y en a d'autres. Et c'est toujours intéressant parce qu'on est tous un peu faits de la même matière. Quand il y a un meurtre, on a envie de connaître bien sûr les circonstances, de connaître le coupable. Donc on est accroché. C'est une stratégie aussi narrative qui peut être intéressante. Mais on est dans l'événement et le lecteur, lui, regarde l'événement. Donc finalement, il y a aussi quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé dans le roman de Jonathan Coe, c'est qu'il y a certains personnages qui regardent l'événement et il y en a d'autres qui le vivent, parce qu'il y a un personnage qui est très important dans son livre, c'est la télévision. Et sur les grands événements, alors pas le 8 mai 45, mais les autres, le couronnement de la reine, la finale de 66, le mariage de Lady Di, etc. Il y en a certains qui sont là, sur place, dans le stade ou dans la foule, puis il y en a d'autres qui regardent. Et ça, je trouve que c'est une réflexion extrêmement intéressante. Qu'est-ce qui est le plus intéressant, finalement? D'être au cœur de l'événement ou de le voir par écran interposé? Et ça pose la question de qui nous sommes et de la façon dont nous agissons dans l'histoire. Est-ce que l'histoire, c'est quelque chose qui se fait devant nous, ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui se fait grâce à nous? Merci beaucoup, Philippe Claudel. En radio, on fait comme ça quand c'est fini ou un truc comme ça. Ici, au Festival du Livre du Paris, on fait comme ça. On va vous couper la tête. Attention. Donc moi, je veux garder la mienne encore quelques temps. Merci Olivier Martineau pour vos lectures. Vous êtes comédien. Vous serez le 15 mai à la Maison de la Poésie, notamment pour une lecture du Gracq, du Julien Gracq, La Maison, qui vient de paraître. Philippe Claudel, Crépuscule, c'est chez Stock. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu discuter avec Jonathan Coe, qui publie cette année Le Royaume des Unis chez Gallimard, traduit par la merveilleuse Marguerite Capel dans le texte aussi, et qui était avec nous aujourd'hui. J'espère que j'ai oublié personne. Un grand merci aux organisateurs du festival de nous avoir permis cette rencontre avec vous tous, et un grand merci à vous d'être restés dans le bruit et la chaleur. Écoutez cette conversation.